Il y a 2 ans, j'ai appris que le succès sans public reste un succès. Mais un public sans compréhension n'est que du bruit. L'odeur du bœuf bourguignon de maman emplissait la salle à manger ce soir d'octobre, la même recette qu'elle préparait pour les dîners du dimanche depuis que j'avais 12 ans. La table en merisier que papa avait construite lui-même brillait sous le lustre, dressée avec la belle porcelaine de maman, celle qu'elle ne sortait que pour les célébrations. Et ce soir était sans aucun doute une célébration, du moins pour l'un d'entre nous. Guillaume a franchi la porte d'entrée d'un pas conquérant, comme si l'endroit lui appartenait, ce qui, vu la réaction de papa, aurait bien pu être le cas. Le claquement de ses chaussures de ville contre le parquet résonnait avec l'assurance de quelqu'un qui venait de conclure une autre affaire qui change la vie. Sa BMW, le dernier modèle, blanc perle avec des accents chromés, trônait dans notre allée tel un monument à sa réussite. J'avais garé ma Honda Civic vieille de 5 ans dans la rue, comme d'habitude. Voilà mon champion. La voix de papa a tonné depuis la cuisine alors que Guillaume faisait son entrée. L'enthousiasme dans son ton était sans équivoque, le même ton qu'il avait utilisé lorsque Guillaume avait intégré l'équipe de rugby du lycée, lorsqu'il avait obtenu son diplôme universitaire, lorsqu'il avait décroché son premier emploi de vendeur. C'était le ton réservé aux accomplissements qui comptaient. Guillaume a souri, ajustant sa Rolex, un nouvel ajout depuis le dernier dîner de famille. Juste une autre journée au bureau, papa. Bien que je suppose que tout le monde ne peut pas dire que sa journée au bureau lui rapporte un chèque de commission de 37 000 €. J'étais déjà assis à table, portant encore mes vêtements de travail, un modeste costume gris de chez Devred. Rien de tapas accent grave-l'œil, rien qui ne criait le succès. J'étais venu directement de la banque où j'avais passé l'après-midi à examiner des demandes de prêts commerciaux, à analyser des états financiers et à prendre des décisions qui affectaient les moyens de subsistance des gens. Mais cela ne faisait apparemment pas un bon sujet de conversation à table. Maman est sortie de la cuisine en portant le plat, son visage rayonnant de ce genre de fierté qui ne vient que lorsque ses 2 garçons sont à la maison. « Félix, chéri, tu as l'air fatigué. Longue journée. » « Chaque jour est long quand on construit quelque chose de réel, » ai-je répondu, bien que l'ironie ait échappé à tout le monde sauf à moi. Papa est apparu derrière maman, portant une bouteille de champagne, le bon champagne qu'il gardait caché au sous-sol pour les occasions spéciales. Ce soir, il faut sortir ce qu'il y a de meilleur, a-t-il annoncé, s'attaquant déjà au bouchon. Mon fils vient de conclure la plus grosse affaire de sa carrière. Raconte-leur, Guillaume. Guillaume s'est penché en arrière dans sa chaise avec l'arrogance désinvolte de quelqu'un habitué à être le centre de l'attention. Un client est entré dans le showroom hier, il regardait les modèles d'entrée de gamme, il est reparti avec un pack de luxe complet, financement, garantie prolongée, la totale. Parfois, il faut juste savoir lire les gens, leur faire voir ce dont ils ont vraiment besoin. Le bouchon a sauté et papa a versé du champagne dans 3 verres, laissant le mien visiblement vide. Pas un oubli, une déclaration. Le champagne était pour les accomplissements dignes d'être célébrés. Voilà à quoi ressemble le vrai succès, a dit papa en levant son verre vers Guillaume. Savoir conclure, savoir faire bouger les choses. C'est la différence entre les rêveurs et les faiseurs. J'ai coupé mon bœuf bourguignon, la viande tendre et parfaitement assaisonnée, tandis que la conversation coulait autour de moi comme l'eau autour d'une pierre. Ils ont parlé de la liste de clients de Guillaume, de ses chiffres de vente, de ses projets pour le prochain trimestre. Papa buvait chacune de ses paroles, posant des questions de suivi, offrant des conseils tirés de sa propre expérience professionnelle. La petite entreprise de construction qu'il avait bâtie à partir de rien l'avait mis à l'aise, pas riche, mais suffisamment prospère pour reconnaître l'ambition quand il la voyait, ou pensait la voir. Et toi, Félix ? L'attention de papa s'est finalement tournée vers moi, bien que son ton ait changé. Moins d'enthousiasme, plus d'obligation. La façon dont on demande la météo quand on fait la conversation. Toujours à la banque, je suppose ? Toujours là-bas, ai-je confirmé en prenant une autre bouchée. Bien. Bon, un emploi stable, des horaires réguliers. Il n'y a rien de mal à ça. Les mots portaient le poids de quelqu'un qui essaie de trouver quelque chose de positif à dire sur un bulletin de notes décevant. Bien que je doive te demander, quand comptes-tu gravir les échelons ? Ça fait quoi, 3 ans que tu es là-bas maintenant ? Quelque chose comme ça. Guillaume s'est penché en avant, sa voix portant le ton condescendant d'un grand frère qui avait toujours été le favori. Félix, mec, tu dois voir plus grand. La banque, c'est bien, mais tu ne gagneras jamais de vrai argent en brassant des papiers derrière un bureau. Tu dois sortir, travailler avec les gens,
conclure des affaires. Je pourrais probablement obtenir un entretien à mon travail. Ils sont toujours à la recherche de 109 dans la vente. L'offre flottait dans l'air comme de la fumée. Bien intentionnée, mais insultante. J'ai posé ma fourchette et j'ai croisé son regard. J'apprécie l'intention, mais je suis bien où je suis. L'es-tu vraiment? A interjeté papa, et quelque chose dans sa voix a rendu la pièce plus petite. Félix, je vais être honnête avec toi parce que c'est ce que font les pères. Ton frère vient de gagner plus d'argent en un après-midi que tu n'en gagnes probablement en 6 mois. Il construit des relations, crée des opportunités, fait bouger les choses. Et toi? Il a fait une pause, cherchant des mots qui ne sonneraient pas trop durs. Tu portes une cravate et tu appelles ça le succès. Le silence qui a suivi était assourdissant. La fourchette de maman a cliqueté contre son assiette alors qu'elle essayait de faire comme si elle n'avait pas entendu. Guillaume a semblé mal à l'aise pour la première fois de la soirée, réalisant probablement que sa vantardise avait préparé le terrain pour ce moment. Papa a continué, sa voix gagnant en confiance alors qu'il se laissait emporter par son sujet. Ton frère gagne du vrai argent. Toi, tu ne fais que jouer au bureau. Porteur une cravate ne te rend pas prospère, mon fils. Quand vas-tu faire quelque chose de réel? Les mots ont frappé comme un coup physique. Non pas parce qu'ils étaient cruels, bien qu'ils le fussent, mais parce qu'ils révélaient quelque chose que je soupçonnais depuis des années. Aux yeux de papa, j'avais déjà été mesuré et jugé insuffisant. La compétence tranquille sur laquelle j'avais bâti ma carrière, les progrès constants que j'avais réalisés, l'expertise que j'avais développée, rien de tout cela n'était considéré comme un véritable accomplissement parce que cela ne venait pas avec l'éclat et la fanfare. J'ai regardé autour de la table les visages de ma famille. L'expression de maman était peinée, prise entre la loyauté envers son mari et la protection de son fils. Guillaume avait l'air sincèrement désolé, souhaitant probablement avoir modéré sa célébration. Et papa ressemblait à un homme administrant une leçon d'amour sévère à un fils qui avait besoin d'entendre de dures vérités. Le fait est que j'aurais pu le corriger sur le champ. J'aurais pu expliquer que mon poste d'entrée de gamme avait considérablement évolué au cours de la dernière année. J'aurais pu mentionner la promotion que j'avais reçue, l'augmentation qui avait poussé mon salaire bien au-delà des 6 chiffres, le respect que j'avais gagné de la part de mes collègues et de mes supérieurs. J'aurais pu souligner que mon compte d'épargne grossissait tandis que le style de vie de Guillaume exigeait chaque centime qu'il gagnait et même plus. Mais à quoi bon? Papa avait porté son jugement sur les apparences, sur les marqueurs superficiels de succès qu'il comprenait. Le corriger ne changerait pas sa perspective, cela le forcerait simplement à ajuster son dédain pour l'adapter à de nouveaux faits. Mieux valait le laisser penser ce qu'il voulait. J'ai plié ma serviette et l'ai placée à côté de mon assiette. Je devrais y aller. J'ai une matinée chargée demain. Félix, attends, a commencé maman, mais j'étais déjà debout. Le dîner était excellent, maman. Merci d'avoir cuisiné. Je lui ai embrassé le front, j'ai fait un signe de tête à Guillaume, et j'ai regardé papa une dernière fois. Félicitations d'avoir élevé un fils qui gagne du vrai argent. Le trajet de retour m'a donné le temps de réfléchir, les rues familières de mon quartier d'enfance défilant dans l'obscurité. Papa n'avait pas tort au sujet du succès de Guillaume. Il était vraiment doué pour la vente, avait un charisme naturel qui ouvrait des portes et concluait des affaires. Mais papa n'avait pas raison non plus au sujet de mon échec. Il ne pouvait tout simplement pas voir au-delà de la nature discrète de mon travail pour en comprendre la valeur. Cette nuit-là, j'ai pris une décision qui allait définir les 2 prochaines années de ma vie. Je ne contesterai pas l'évaluation de papa. Je ne défendrai pas ma carrière ni n'expliquerai mes accomplissements. Je continuerai simplement à construire le genre de succès qui n'a pas besoin de public, celui qui parle de lui-même le moment venu. Je n'avais aucune idée que ce moment viendrait sous la forme de la demande de prêt de mon frère atterrissant sur mon bureau, ou que l'appel téléphonique qui s'ensuivrait changerait tout entre nous pour toujours. Mais c'est une histoire pour un autre jour. Pour l'instant, j'étais content d'être sous-estimé. Le succès sans reconnaissance reste un succès. Et parfois, les victoires les plus douces sont celles que personne ne voit venir. Le dossier Mani a atterri sur mon bureau avec le même bruit sourd que des dizaines d'autres ce matin-là. Le jeudi au Crédit Lyonnais signifiait journée d'examen des prêts. Mon jour préféré de la semaine, en fait. Il y a quelque chose de satisfaisant à analyser des chiffres, à voir des schémas dans le comportement financier, à comprendre la véritable histoire derrière le rapport de crédit de quelqu'un. Les chiffres ne mentent pas comme les gens.
J'en étais à la moitié de ma deuxième tasse de café lorsque Sophie, mon assistante, a frappé à l'encadrement de ma porte. Félix, celui-ci nécessite l'approbation d'un responsable. Elle a brandi un épais dossier de demande. Prêt personnel de 185 000 €. Le crédit est limite, le ratio dette-revenu est préoccupant. Merci. Pose-le simplement avec les autres. Je n'ai pas levé les yeux du prêt immobilier commercial que j'examinais. Une expansion de restaurant à Écully. Plan d'affaires solide. Projection raisonnable. Propriétaires impliqués financièrement. Approbation facile. Sophie a posé le dossier sur mon bureau et a marqué une pause. En fait, celui-ci est un peu inhabituel. Le demandeur a le même nom de famille que vous, Dubois. Mon stylo s'est arrêté de bouger sur la page. En 2 ans au Crédit Lyonnais, je n'avais jamais vu un autre Dubois passer par mon bureau. Ce n'est pas exactement Martin ou Bernard, mais ce n'est pas assez rare pour garantir une parenté non plus. Pourtant, quelque chose a fait que mon estomac s'est noué. J'ai tendu la main vers le dossier. Merci, Sophie. Je vais jeter un œil. Dès que je l'ai ouvert, j'ai vu le nom tapé en une police nette et officielle, Guillaume Michel Dubois. Le nom complet de mon frère, sa date de naissance, son adresse. Ce condo cher du quartier de la Presqu'île que je n'avais vu que dans ses publications Instagram. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil en cuir, le genre de fauteuil qui crie « direction » d'une manière que mon ancien cubicule n'a jamais fait. L'ironie ne m'a pas échappé. Me voici, assis dans un bureau avec mon nom sur la porte et mon titre sur des cartes de visite, à examiner la demande de prêt de mon frère. Le même frère qui avait souri d'un air suffisant il y a 2 ans lorsque papa m'avait traité de gratte-papier glorifié. La demande était épaisse. Guillaume avait été minutieux, je devais le lui accorder. Vérification d'emploi de Prestige Automobile Lyon, où il travaillait depuis 3 ans. Déclaration de revenus montrant des revenus variables, de grandes années et des années terribles, la marque de fabrique de la vente à la commission. Relevé bancaire de la Société Générale. Rapport de crédit des 3 agences. Déclaration d'actifs. J'ai commencé par le rapport de crédit. Score, 640. Pas terrible, mais pas bon. Il y a 2 ans, le crédit de Guillaume était dans les 750. Je me souvenais l'avoir entendu s'en vanter lors d'une réunion de famille. 70 points, c'est une baisse significative, le genre qui raconte une histoire de paiement manqué et de cartes de crédit utilisées au maximum. Les relevés bancaires peignaient un tableau plus clair. Le compte courant de Guillaume ressemblait à des montagnes russes. Dépôt massif suivi de retraits immédiats. Un chèque de commission de 14 000 € arrivait le 1er du mois, et le 10, le compte était à découvert. Le schéma se répétait mois après mois. Argent entrant, argent sortant, jamais aucune accumulation. Son compte d'épargne contenait 320 €. J'ai sorti ma calculatrice et j'ai commencé à calculer son ratio dette-revenu. Carte de crédit, 4 comptes différents, tous avec des soldes. Dette totale de carte de crédit, 72 000 €. Paiement de la voiture pour la BMW, 800 € par mois. Hypothèque sur le condo, 2 950 € par mois. Assurance, service public, paiement minimum, tout cela s'additionnait à une obligation mensuelle de 7 200 €. Son revenu mensuel moyen basé sur les 2 dernières années, 8 500 €. Cela lui laissait 1 300 € pour la nourriture, l'essence, les loisirs et toutes dépenses imprévues. Pas étonnant qu'il se noie. Mais le vrai signal d'alarme se trouvait dans la vérification d'emploi. J'ai appelé directement Prestige Automobile Lyon, procédure standard pour tout prêt de plus de 90 000 €. Le directeur des ventes, un certain Richard, a été assez serviable. Guillaume Dubois? Oui, c'est un de nos gars. Il est ici depuis environ 3 ans. Comment sont ses performances récemment? Richard a fait une pause. Eh bien, il a eu une excellente année en 2022. L'année dernière a été plus difficile. Cette année a été un défi. Le marché des voitures de luxe a été bizarre. Certains mois, il cartonne. D'autres mois, il ne vend pas une seule unité. Et qu'en est-il de son revenu déclaré? Il a indiqué 165 000 € par an. Une autre pause. C'est peut-être optimiste. Je veux dire, s'il a une excellente année, bien sûr. Mais de manière réaliste, il vise probablement 110 000 € cette année, peut-être moins. J'ai remercié Richard et j'ai raccroché.
Guillaume avait gonflé son revenu d'au moins 55 000 € sur la demande. Pas techniquement une fraude, les vendeurs projettent souvent leur meilleur scénario mais certainement trompeur. Puis j'ai remarqué autre chose dans la demande qui m'a glacé le sang. Sous les références et les co-emprunteurs, Guillaume avait listé Thomas Dubois, notre père, comme co-emprunteur et référence. La signature de papa était là, sur l'accord de co-emprunteur, avec ses informations professionnelles et son numéro de sécurité sociale. J'ai regardé cette signature pendant un long moment. L'écriture de papa, son numéro de téléphone, son adresse professionnelle. Guillaume avait réussi à convaincre notre père de se porter garant pour un prêt de 185 000 € sans que papa ne comprenne ce que cela signifiait. Ou peut-être que papa comprenait et faisait simplement confiance à Guillaume aveuglément. Quoi qu'il en soit, c'était un désastre en puissance. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro professionnel de papa, puis je me suis arrêté avant d'appuyer sur envoyer. Qu'est-ce que je dirais? Salut, papa. Savais-tu que tu es responsable des erreurs financières de Guillaume? Cette conversation ne se passerait bien pour personne. À la place, j'ai fait ce que je fais toujours, j'ai suivi le protocole. J'ai consulté le rapport de crédit de papa en tant que co-emprunteur. Il était solide, score de 780, dette minimale, revenu stable de son entreprise de construction. Papa pouvait techniquement se qualifier comme co-emprunteur, mais cela n'en faisait pas une bonne idée. J'ai passé l'heure suivante à examiner chaque ligne de la demande de Guillaume. Plus je creusais, plus la situation semblait mauvaise. Paiements hypothécaires en retard, 3 au cours des 6 derniers mois. Utilisation du crédit à 96% sur toutes les cartes. Un schéma d'avance de fonds et de transfert de solde qui criait au désespoir. Ce n'était pas seulement une mauvaise demande de prêt, c'était une urgence financière. Mon téléphone a vibré avec un texto de maman. Pas eu de tes nouvelles depuis un moment, chérie. J'espère que le travail se passe bien. Papa dit que les affaires sont bonnes. Guillaume a conclu une autre grosse vente la semaine dernière. J'ai fixé ce texto pendant un long moment. Une autre grosse vente? Si Guillaume avait conclu quelque chose de significatif récemment, cela n'apparaissait pas sur ses relevés bancaires. Soit maman se trompait, soit Guillaume continuait de jouer la comédie du succès pour la famille tout en se noyant en privé. Sophie a de nouveau frappé. Félix, comment avance ce dossier Dubois? Je l'ai regardé, probablement avec une expression étrange sur le visage. C'est compliqué. Refus? Oui, un refus clair. Le ratio dette-revenu est de 78%. Le crédit a chuté de 70 points en 2 ans. La vérification d'emploi ne correspond pas aux revenus déclarés. J'ai fait une pause. Mais je dois gérer celui-ci avec précaution. Peux-tu me donner le modèle de lettre de refus standard? Bien sûr. Tu veux que je la rédige? Non, je vais écrire celle-ci moi-même. Après le départ de Sophie, je suis resté seul dans mon bureau, à regarder par la fenêtre le centre-ville de Lyon. Quelque part là-dehors, Guillaume montrait probablement des voitures de luxe à des clients fortunés, portant ses costumes chers et sa montre suisse, projetant le succès. Et ailleurs, papa racontait probablement à son équipe de construction l'histoire de son fils Prosper qui avait conclu une autre grosse affaire. Aucun d'eux ne savait que Guillaume était à 3 mois de tout perdre. La chose éthique à faire était de refuser le prêt. C'était un mauvais risque pour la banque, et honnêtement, ce serait mauvais pour Guillaume aussi. Ajouter 185 000 € de dette à sa situation actuelle ne résoudrait rien, cela ne ferait que retarder l'inévitable crash et l'aggraverait lorsqu'il se produirait. Mais refuser le prêt signifiait que ma signature serait sur la lettre de rejet. Mon nom, mon titre, Félix Dubois, directeur du risque de crédit. Le même Félix qui ne faisait que jouer au bureau, selon papa. Le même Félix qui ne gagnait pas de vrai argent, comme son grand frère Prosper. J'ai sorti un bloc-notes juridique neuf et j'ai commencé à écrire la lettre de refus à la main d'abord, comme je le fais toujours pour les décisions difficiles. Le langage formel semblait étrange appliqué à la famille. Après un examen attentif de votre demande de prêt datée du 15 mars, nous avons le regret de vous informer que votre demande de prêt personnel de 185 000 € ne peut être approuvée pour le moment. Les principaux facteurs de cette décision incluent un ratio dette-revenu dépassant les paramètres acceptables, une baisse récente du score de crédit et une vérification insuffisante du revenu déclaré. Professionnel, objectif, entièrement conforme aux règles. J'étais encore en train d'écrire quand mon téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant affichait « Papa, entreprise ». Pendant un instant,
j'ai envisagé de ne pas répondre, mais ce serait lâche. Et quoi que je sois d'autre, je ne suis pas un lâche. Salut, papa. Félix, content de t'avoir. Écoute, je voulais te demander quelque chose sur les affaires de banque. Guillaume a mentionné qu'il pourrait avoir besoin de déplacer de l'argent pour une opportunité d'affaires. Tu connais quelque chose sur les prêts personnels? Quel genre de taux les banques offrent ces jours-ci? Mon estomac s'est serré. Papa n'avait aucune idée de ce qu'il avait signé. Papa, tu demandes ça hypothétiquement, ou? Eh bien, Guillaume a dit qu'il pourrait avoir besoin d'emprunter de l'argent, d'élargir sa clientèle, peut-être de louer un meilleur bureau, tu sais, un investissement dans son avenir. Je lui ai dit que je l'aiderais de toutes les manières possibles. J'ai fermé les yeux. Papa, est-ce que Guillaume t'a demandé de signer quelque chose récemment? Signer quoi? Oh, tu veux dire comme une référence? Oui, il a dit que les banques aiment voir le soutien familial pour les entrepreneurs. J'étais heureux de mettre un bon mot pour lui. Pourquoi? Que as-tu signé exactement? Je ne sais pas. Des papiers. Guillaume s'en est occupé. Il a dit que c'était juste une référence de moralité. Pour montrer à la banque que la famille croit en lui. Félix, de quoi s'agit-il? Tu as l'air inquiet. J'ai baissé les yeux sur la demande de Guillaume, sur la signature de papa sur la ligne du co-emprunteur. Il n'avait vraiment aucune idée de ce à quoi il avait consenti. Papa, je veux que tu sois très prudent avec tous les documents financiers que tu signes, même pour la famille. Assure-toi de tout lire, de comprendre ce à quoi tu consens. Bien sûr que je le fais. Je ne suis pas stupide, Félix. Je dirige une entreprise depuis avant ta naissance. Je sais, papa. Juste. Sois prudent. D'accord. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans mon bureau pendant encore 20 minutes, à réfléchir. Guillaume avait manipulé papa pour qu'il se porte garant sans que papa ne comprenne les implications. Cela seul me mettait assez en colère pour refuser le prêt par principe, mais les chiffres prenaient la décision pour moi. C'était un mauvais prêt selon tous les critères que nous utilisions. Si Guillaume était un étranger, je le refuserais sans une seconde pensée. J'ai tapé la lettre de refus formelle, je l'ai imprimée sur du papier à en-tête officielle, et je l'ai signée avec mon titre complet, Félix Dubois, directeur du risque de crédit, Crédit Lyonnais. Puis j'ai fait quelque chose qui allait tout changer. Je me suis assuré que la lettre de refus serait envoyée à la fois à Guillaume et à papa, comme l'exige la loi pour les demandes avec co-emprunteur. Papa recevrait sa propre copie avec ma signature clairement visible. Je suis resté à fixer la demande de prêt sur mon bureau pendant une minute entière avant de l'ouvrir. Guillaume Dubois. Le nom de mon frère en encre noire sur du papier à en-tête officielle de banque semblait surréaliste, comme voir un fantôme se matérialiser dans mon bureau stérile. La demande était épaisse, trop épaisse pour un simple prêt personnel. J'ai parcouru les pages, mon œil exercé repérant des détails qui m'ont noué l'estomac. Montant demandé, 185 000 €. Objet, expansion commerciale et consolidation de dette. La deuxième partie m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Mon assistante a frappé et a jeté un coup d'œil. Félix, la demande Dubois. Elle est signalée pour un examen immédiat. Le système automatisé l'a rejetée à cause du ratio dette-revenu. Je le vois. Merci, Michel. J'ai gardé une voix calme, professionnelle. Elle n'avait pas besoin de savoir que c'était mon frère qui saignait de l'encre rouge financière sur mon bureau. J'ai d'abord ouvert le rapport de crédit de Guillaume. Les chiffres m'ont frappé comme un coup physique. Score de crédit, 640. Il y a 2 ans, lorsque papa portait un toast à son succès, Guillaume avait probablement un score dans les 750. Maintenant, il était à peine au-dessus du territoire des subprimes. Des paiements en retard éparpillés sur le rapport comme des impacts de balles. Des cartes de crédit utilisées au maximum pour un total de 72 000 €. Et les demandes de renseignements, mon Dieu, les demandes de renseignements, 12 consultations de crédit approfondies en 6 mois. Le désespoir avait une signature de rapport de crédit, et c'était celle-ci. Sa vérification d'emploi et revenus incohérente. Guillaume déclarait un revenu annuel de 165 000 €, mais ses déclarations de revenus racontaient une autre histoire. L'année dernière, 145 000 €. L'année précédente, 125 000 €. Cette année, d'après ses fiches de paie depuis le début de l'année, il se dirigeait peut-être vers 110 000 €.
Le revenu basé sur la commission était volatile, mais ce n'était pas de la volatilité, c'était un déclin. J'ai consulté ses relevés bancaires. Le schéma de dépenses m'a rendu physiquement nauséeux. Leasing de la BMW, 800 € par mois. Hypothèque du condo, 2950 €. Paiement minimum des cartes de crédit, 2200 €. Assurance, services publics, nourriture, loisirs. Le calcul était brutal et simple. Dans les bons mois, Guillaume atteignait à peine l'équilibre. Dans les mauvais mois, il empruntait pour survivre. Mais le coup de grâce se trouvait au bas de la demande, contact d'urgence et co-emprunteur, Thomas Dubois. Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de mon père, écrit de la main de Guillaume. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé la maison familiale. Papa, c'est Félix. Félix, content de t'entendre, mon fils. Comment va le travail? Toujours en train de jouer au bureau, ai-je pensé, mais je ne l'ai pas dit. Papa, est-ce que Guillaume t'a parlé de se porter garant pour quoi que ce soit récemment? Se porter garant? Non. Pourquoi? J'ai fermé les yeux. Guillaume avait falsifié le consentement de papa. Pas légalement falsifié, la signature de papa n'était encore sur rien, mais il l'avait listé comme co-emprunteur consentant sans permission. Dans le monde bancaire, c'était un énorme signal d'alarme sur le caractère d'une personne. Je vérifiais juste quelque chose. Je te rappelle plus tard. J'ai raccroché et j'ai de nouveau fixé la demande. Selon tous les critères que nous utilisions, c'était un refus clair. Ratio dette-revenu, 78%. Tout ce qui dépassait 40% nécessitait une approbation spéciale. Score de crédit en baisse. Revenu instable. Référence de co-emprunteur non autorisé. Si cela venait d'un étranger, je le rejetterais sans hésitation. Mais ce n'était pas un étranger. C'était mon frère, l'enfant prodige. Celui que papa célébrait tout en méprisant mon jeu de bureau. Mon téléphone a vibré. Un texto de Guillaume. Salut frérot, j'ai fait une demande de prêt à ta banque. Je ne savais pas que tu y travaillais jusqu'à ce que je voie l'adresse. Le monde est petit. Ça devrait être approuvé bientôt. Excellent crédit, excellent revenu. Je pourrais glisser un mot en ta faveur au directeur. L'arrogance désinvolte de ce message m'a frappé comme une gifle. Il me prenait toujours pour un caissier. Il pensait toujours me rendre service en reconnaissant mon existence. Il n'avait toujours aucune idée que j'étais le directeur qui déciderait de son sort financier. Je me suis approché de la fenêtre qui donnait sur le centre-ville de Lyon. 15 étages plus bas, les gens se dépêchaient sur les trottoirs, chacun portant sa propre histoire financière, rêve, dette, espoir, désespoir. De là-haut, ils avaient tous l'air de la même taille. Mon reflet me fixait depuis la vitre, costume bleu marine conservateur, cravate discrète, cheveux grisonnants légèrement à 27 ans à cause du stress et des longues heures. Je ressemblais à ce que j'étais, un professionnel sérieux qui avait bâti quelque chose de réel. Pas accent grave-l'œil, pas digne d'Instagram, mais solide, fiable, prospère d'une manière qui comptait au-delà des apparences. Derrière moi, mon bureau racontait la même histoire. Diplôme de MBA de l'EM Lyon au mur. Certification bancaire, récompense pour la performance du portefeuille de prêt, photo des séminaires d'entreprise avec mon équipe, une vie bâtie sur la compétence, pas sur le charisme. Je suis retourné à mon bureau et j'ai ouvert le dossier de Guillaume une dernière fois. Le frère avec qui j'avais grandi se noyait dans les dettes, et il ne le savait même pas. La BMW, les vêtements de marque, les dîners coûteux, tout cela financé par des cartes de crédit et le désespoir. Il jouait la comédie de la richesse tout en subissant une hémorragie d'argent. L'ironie était écrasante. Papa avait passé 2 ans à se vanter du succès de Guillaume auprès de quiconque voulait bien l'écouter. Mon fils, le vendeur, des contrats à 6 chiffres, vivant le rêve américain. Pendant ce temps, Guillaume vivait le cauchemar américain, revenus élevés, dépenses encore plus élevées, valeur nette nulle. J'ai repensé à ce dîner il y a 2 ans. Le rire dédaigneux de papa quand il a qualifié mon travail de « jeu de bureau ». Le sourire suffisant de Guillaume quand il parlait de savoir conclure des affaires. Le silence mal à l'aise de maman. Ma sortie discrète sans me défendre. J'avais fait un choix cette nuit-là. Au lieu de me disputer, au lieu d'expliquer ce que je faisais vraiment, j'avais décidé de laisser mes actions parler. Je m'étais concentré sur la construction de quelque chose de réel pendant qu'il célébrait quelque chose de creux. Maintenant,
la réalité les rattrapait. Le château de cartes de Guillaume s'effondrait, et d'une manière ou d'une autre, incroyablement, c'était moi qui tenais l'allumette. Mon ordinateur a sonné avec un courriel de notre comité de prêt supérieur. Les refus de grande valeur nécessitaient une supervision supplémentaire. Je devrais documenter mon raisonnement de manière approfondie et obtenir l'approbation du chef de département. Procédure standard, mais dans ce cas, cela signifiait que ma décision serait examinée par des personnes qui me connaissaient professionnellement. J'ai commencé à taper mon analyse, la demande présente de multiples facteurs de risque incompatibles avec les normes de prêt de l'institution. Le ratio dette-revenu dépasse les seuils acceptables. Le profil de crédit montre un historique de paiement en détérioration. La documentation des revenus révèle une tendance à la baisse des gains. La référence de co-emprunteurs non autorisés soulève des inquiétudes quant au caractère. Recommandation, refusée. Professionnel, objectif, exact. Tout ce qu'un refus de prêt devrait être. Mais en tapant, je continuais d'entendre la voix de papa de ce dîner, ton frère gagne du vrai argent. Toi, tu ne fais que jouer au bureau. J'ai sauvegardé le document et je me suis penché en arrière dans mon fauteuil. Dans 20 minutes, je signerai ce refus et l'enverrai dans le système. Guillaume recevrait une lettre de rejet. Papa, en tant que co-emprunteur listé, en recevrait une copie. Et ils apprendraient tous les deux que le fils qui ne faisait que jouer au bureau avait le pouvoir de prendre des décisions qui remodèleraient leur compréhension du succès. Le téléphone sur mon bureau a sonné. La voix de Michel est venue par l'interphone. Félix, votre rendez-vous de 15h est là. Faites-les entrer. J'ai fermé le dossier de Guillaume et je me suis préparé pour ma prochaine réunion. Juste une autre journée au bureau. Juste une autre décision de prêt. Juste un autre moment où la compétence tranquille parlerait plus fort que n'importe quel argument que j'aurais pu avancer à cette table de dîner il y a 2 ans. Dehors, par ma fenêtre, Lyon bourdonnait de l'énergie de l'après-midi. Quelque part dans la ville, Guillaume célébrait probablement une vente, publiant sur son succès sur les réseaux sociaux, complètement inconscient que son monde financier était sur le point de s'effondrer. Et ailleurs, papa racontait probablement à quelqu'un l'histoire de son fils vendeur prospère et de son autre garçon qui travaille juste dans une banque. D'ici demain, tout serait différent. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette conversation dans le café avec papa. 6 mois de silence radio, de réunions de famille gênantes où tout le monde tournait autour du pot, et Guillaume reconstruisant lentement, péniblement sa vie à partir de zéro. J'avais observé de loin comment il avait vendu le condo, échangé la BMW contre une Toyota Camry d'occasion, et emménagé dans un modeste appartement dans le sud de la ville. Les publications tapa accent grave l'œil sur Instagram avaient cessé. Les vêtements de marque avaient disparu. Pour la première fois depuis des années, mon frère avait l'air fatigué, mais aussi étrangement plus réel. J'examinais les rapports trimestriels dans mon bureau lorsque mon assistante a frappé à la porte. « Félix, il y a un appel pour vous sur la ligne 2. » Il dit que c'est personnel. Les appels personnels au travail étaient rares pour moi. Je séparais soigneusement ma vie professionnelle et familiale, surtout après tout ce qui s'était passé. A-t-il donné un nom ? Guillaume Dubois. Il a dit qu'il est votre frère. Mon stylo s'est arrêté de bouger sur la page. Guillaume ne m'avait pas appelé une seule fois depuis le refus du prêt. Pas une seule fois. Quel que soit le sujet, cela devait être important. Passez-le-moi. Le téléphone a sonné une fois avant que j'entende sa voix. Félix ? Merci de prendre l'appel. Je sais que tu es probablement busy avec, tu sais, des affaires de banque importantes. Il n'y avait aucun sarcasme dans sa voix, ce qui m'a surpris. L'ancien Guillaume aurait fait dégouliner ce commentaire de condescendance. Que se passe-t-il, Guillaume ? Une longue pause. Je pouvais entendre le trafic en arrière-plan, le bourdonnement lointain de la vie urbaine. Je suis assis dans ma voiture devant le bureau de papa. J'ai juste besoin de te dire quelque chose sur ce qui s'est passé après cet appel, celui où papa a appris ton travail. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil. À travers la fenêtre de mon bureau, je pouvais voir la ligne d'horizon de Lyon, grise et imposante sous les nuages de novembre. Je t'écoute. Il ne m'a pas parlé pendant 3 semaines après ça. 3 semaines, Félix. Pas un mot. Maman a dû jouer les messagères entre nous. Et quand il m'a finalement appelé, tu sais ce qu'il a dit ? Il a dit, j'ai élevé 2 fils. L'un que je comprenais, et l'autre que j'ai complètement manqué. Les mots flottaient dans l'air entre nous.
Je me suis surpris à serrer le téléphone plus fort que nécessaire. Guillaume a continué, sa voix plus basse maintenant. Il m'a dit qu'il avait passé 2 ans à se vanter auprès de ses amis entrepreneurs de mes chiffres de vente. 2 ans à dire à tout le monde à quel point il était fier de son fils prospère pendant que son autre fils, apparemment, ne faisait que jouer au bureau. Et puis il a dû rappeler ces mêmes gars et leur dire qu'il s'était trompé, que tu ne jouais à rien, que tu étais en fait aux commandes. J'ai fixé l'écran de mon ordinateur, regardant le curseur clignoter dans le rapport trimestriel que j'écrivais. Les chiffres se sont légèrement brouillés. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que je pense que tu mérites de savoir qu'il porte ça comme un fardeau. Et parce que... Une autre pause, plus longue cette fois. Parce que je porte quelque chose aussi. Ce soir-là, au dîner de célébration il y a 2 ans, quand papa a dit cette chose sur toi qui ne faisait que jouer au bureau. Je ne l'ai pas arrêté. J'aurais pu. J'aurais dû. Mais je ne l'ai pas fait, parce que ça faisait du bien d'être celui qui réussit pour une fois. Et j'y pense tous les jours depuis que mon monde s'est effondré. L'honnêteté dans sa voix m'a pris au dépourvu. Ce n'était pas le Guillaume avec qui j'avais grandi, celui qui avait appris à si bien jouer la comédie de la confiance que je me demandais parfois s'il croyait à son propre numéro. Guillaume. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Sa voix s'est légèrement brisée. Je suis passé devant chez toi la semaine dernière, cette maison de ville que tu as achetée. Elle est belle, Félix. Vraiment belle. Pas accent grave-l'œil, pas à essayer d'impressionner qui que ce soit. Juste solide, comme tout ce que tu fais. Et j'ai réalisé que je ne t'ai jamais même posé de questions sur ta vie, ta vraie vie. Je ne sais pas si tu sors avec quelqu'un. Je ne sais pas ce que tu fais pour t'amuser. Je ne sais pas quels sont tes rêves en dehors du travail. J'ai été tellement occupé à essayer de te surpasser que je n'ai jamais vraiment essayé de te connaître. J'ai fermé les yeux, ressentant quelque chose auquel je ne m'attendais pas. De la tristesse. Pas de la colère, pas un sentiment de justification, juste une profonde et douloureuse tristesse pour toutes les années que nous avions perdues à cause de la compétition et de la comparaison. Il y a autre chose, a continué Guillaume. Je vais me marier. Cela m'a fait ouvrir les yeux. Quoi? Elle s'appelle Léa. C'est une enseignante, elle gagne 40 000 € par an, et elle conduit une Honda Jazz avec une bosse sur la portière passager. C'est la personne la plus authentique que j'ai jamais rencontrée, et elle ne se soucie d'aucune des choses que je pensais importantes avant. Nous sommes ensemble depuis 4 mois, juste après que j'ai vendu le condo. Et Félix, elle m'a posé des questions sur toi la semaine dernière. Elle a dit, parle-moi de ton frère. Les vraies choses, pas les drames familiaux. Comment est-il vraiment? Et j'ai réalisé que je ne pouvais pas lui répondre. Je me suis surpris à sourire malgré tout. Une enseignante nommée Léa qui conduit une Honda Jazz cabossée. Elle semble parfaite pour toi. Elle l'est. Et elle veut te rencontrer. Vous deux, en fait. Toi et papa. Elle dit que les familles sont compliquées, mais que ce sont toujours des familles. Elle pense que nous pouvons arranger ça si nous essayons vraiment. À travers la fenêtre de mon bureau, j'ai regardé une équipe de construction travailler sur le bâtiment d'en face. Ils se déplaçaient avec une efficacité rodée, chaque personne connaissant son rôle, faisant confiance aux autres pour faire le leur. Cela m'a rappelé quelque chose que papa disait à propos de ses propres équipes de construction, chacun a son travail à faire. Le gars des fondations n'est pas meilleur que l'électricien. Ce sont juste des métiers différents, et on a besoin de tous. Félix, tu es toujours là? Oui, je suis là. Je réfléchis. Je me suis détourné de la fenêtre. Guillaume, je dois te demander quelque chose et j'ai besoin que tu sois honnête. M'appelles-tu parce que Léa pense que tu devrais, ou parce que tu veux vraiment reconstruire ça? Une autre longue pause. Quand il a repris la parole, sa voix était stable. Les deux. Léa m'a fait réaliser que je le voulais, mais je ne savais pas comment faire, et j'avais peur que tu me dises qu'il était trop tard. Est-il trop tard? La question est restée entre nous comme un défi. J'ai pensé à tous les dîners de famille où j'avais été ignoré. Tous les accomplissements qui étaient passés inaperçus. Toutes les fois où j'avais ravalé mes paroles quand papa louait la dernière commission de Guillaume tout en qualifiant mes progrès constants de « jeu de bureau ». J'ai pensé à la demande de prêt, à la distance professionnelle que j'avais maintenue, au choix que j'avais fait de laisser mon travail parler de lui-même plutôt que de défendre ma valeur auprès de gens qui avaient déjà décidé que je n'en avais aucune.
Mais j'ai aussi pensé à Guillaume assis dans sa Toyota d'occasion, m'appelant de l'extérieur du bureau de papa, admettant des erreurs que je ne m'attendais jamais à ce qu'il reconnaisse. J'ai pensé à lui trouvant quelqu'un qu'il aimait pour ce qu'il était plutôt que pour ce qu'il paraissait être. J'ai pensé au fait qu'il demandait, sincèrement, si nous pouvions essayer à nouveau. Non, ai-je finalement dit. Il n'est pas trop tard. Mais les choses ne peuvent pas redevenir comme avant. Je ne vais pas passer les 20 prochaines années à essayer de me prouver à toi ou à papa ou à qui que ce soit d'autre. Je sais qui je suis et ce que j'ai construit. Si tu veux me connaître, vraiment me connaître, alors tu vas devoir accepter que je n'ai plus besoin de ton approbation. J'aimerais ton respect, et j'adorerais ton amitié, mais je n'ai pas besoin de ta validation. Je comprends. Et Félix, pour ce que ça vaut, tu as mon respect depuis des mois maintenant. Je ne savais juste pas comment le dire. J'ai senti quelque chose se détendre dans ma poitrine, une tension que je n'avais pas réalisé que je portais. Alors, parle-moi de Léa, les vraies choses. Comment est-elle? Pendant les 20 minutes suivantes, Guillaume m'a parlé de la femme qui l'avait aidé à voir la différence entre le succès et le bonheur, entre la performance et l'être. Il m'a parlé de leur projet pour un petit mariage, de ses élèves qui lui envoyaient des cartes faites à la main, de la façon dont elle avait ri quand il avait essayé de l'impressionner avec ses histoires de vente, et avait dit, c'est bien, mais qu'est-ce qui t'importe vraiment? Quand il a fini, je me suis senti sincèrement heureux pour lui. Elle semble être exactement ce dont tu avais besoin. Elle l'est. Et Félix, elle veut dîner avec toi la semaine prochaine. Nous deux. Pas de drame familial, pas d'histoire, juste apprendre à se connaître. Serais-tu partant? J'ai regardé mon calendrier, réarrangeant déjà mentalement des réunions. Oui, j'aimerais beaucoup ça. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans mon bureau pendant un long moment, regardant l'équipe de construction d'en face ranger leurs outils. Alors que la journée se terminait, mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. Salut, Félix. C'est Léa, la fiancée de Guillaume. Il m'a donné ton numéro. J'espère que ça ne te dérange pas. J'ai hâte de te rencontrer la semaine prochaine. PS, il s'entraîne à te demander d'être son témoin. Juste pour te prévenir. J'ai fixé le message, ressentant quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années en ce qui concerne ma famille, l'espoir. Pas l'espoir désespéré de quelqu'un cherchant encore l'approbation, mais l'espoir tranquille de quelqu'un prêt à construire quelque chose de nouveau sur une base de respect mutuel plutôt que de vieux ressentiments. L'équipe de construction avait terminé son travail de l'autre côté de la rue. Demain, il reviendrait et continuerait de construire, un jour stable à la fois. Cela semblait être une assez bonne métaphore de ce que Guillaume et moi étions sur le point de tenter. Mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était papa.